vous écoutez les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Frendo, fondateur de Do Well Do Good. Bonjour Sébastien, merci d'être avec nous sur le podcast aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Chloé, merci de m'accueillir, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Ça fait un petit moment qu'on a discuté de cet épisode et on se connaît depuis déjà beaucoup plus longtemps. J'aimerais bien que tu prennes le temps, si tu veux, de te présenter, de parler de ton parcours pour notre audience. Aujourd'hui, comme on le sait, tu es fondateur d'une structure qui s'appelle Do Well Do Good. Qu'est-ce que tu as fait avant ? Merci Chloé. Effectivement, j'ai créé Do Well Do Good en 2017, après avoir fait un parcours principalement dans le conseil. J'ai été consultant au Boston Consulting Group à Paris, et ensuite j'ai fait du conseil en Afrique pour le Tony Blair Institute, où j'ai conseillé différents gouvernements, gouvernements du Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Togo, Éthiopie et d'autres. Et assez jeune, j'avais peut-être 33 ans, j'étais assis à la table avec un président de la République, avec la ministre des Finances, un chief of staff, et j'étais en train de balayer toutes les grandes priorités du pays et voir ce qui pouvait être amélioré. Et donc j'ai fait ce métier de conseil dans le secteur public, dans le secteur privé, et Do Well Do Good, c'est un peu la synthèse des deux. Ok, alors raconte-nous un peu plus pour ceux qui connaissent pas Do Well Do Good, quel est le projet ? Moi, quand j'ai fait une grande école, j'ai fait une grande école et en 2004, je sors de ma grande école. Bon, après un petit parcours en Chine et en Inde, mais j'étais à cette époque-là, je voulais avoir de l'impact et en même temps avoir une carrière qui me fasse avancer. Et j'avais pas envie de choisir entre trader à la City, comme plein de mes copains qui ont fait le même parcours que moi en prépa et en école, et travailler dans une ONG. Je voulais travailler pour une entreprise qui ait de l'impact. Et alors à l'époque, c'était pas encore le mood. Aujourd'hui, toutes les entreprises se donnent, on va dire, une raison d'être, une envie de mettre plus d'impact au cœur de la stratégie. Mais à l'époque, ça l'était pas. Et donc, je voulais avoir plus d'impact. Je voulais trouver une entreprise qui était engagée à pouvoir avoir plus d'impact. Alors, il y en a, et il y en avait quand même. On peut parler d'EDF, notamment, ou comme Veolia, Suez, etc., qui sont au cœur des enjeux des citoyens français et de la société en général. Mais je trouvais que ça me manquait, donc je suis parti, donc après ma carrière au BCG à Paris, où j'ai en fait adoré travailler dans le secteur privé, la recherche d'efficacité, la performance, cet environnement de travail qui vous pousse en fait à vous dépasser. Donc je suis dans le secteur public. Et dans le secteur public, j'ai adoré l'impact que j'avais, les gens avec qui je travaillais. Mais en même temps, j'avais ce sentiment de tiens, ça me manque en fait ce que j'avais au BCG à Paris, ça me manque cette efficacité, ça me manque cet environnement. Donc le monde du secteur public que j'ai côtoyé en Afrique, le monde des ONG, des organisations internationales, m'a attiré mais aussi déçu. Donc Do Well Do Good, c'est se dire qu'il est possible, c'est ma conviction qu'il est possible à la fois d'être efficace et d'avoir de l'impact. Do well for yourself, do good for the society. Moi je suis intimement convaincu que ça peut se faire en même temps, du lundi au vendredi, de 9h à 7h, et pas juste le dimanche, ou juste quand je fais un break de carrière. Ouais. Et du coup, concrètement, alors je comprends l'intention finalement, mais concrètement, vous faites quoi chez Do Well Do Good ? Alors, Do Well Do Good, on a 3 activités. On a une activité de formation, où on forme des jeunes, des futurs dirigeants qui ont typiquement entre 20 et 25 ans, de différents pays, de plus de 40 pays dans le monde entier. On a des programmes à Paris, programme de talent des quartiers, qui marche très bien. On a un programme en Afrique, programme de femmes dirigeantes au Togo, en Côte d'Ivoire. On a un programme aussi d'excellence pour les futurs cadres de l'administration au Togo. On a des programmes sur un programme virtuel qu'on offre à 2000 étudiants. Ça va de l'Indonésie jusqu'au Pérou, en passant par 40 pays. Et l'objectif de tous ces programmes, c'est de faire émerger une nouvelle génération de dirigeants qui arriveront à concilier ce double objectif d'impact et de performance dans leur vie. Voilà, c'est ça qu'on essaie de faire. Moi, j'ai fait une grande école, j'ai fait une prépa, et la devise de ma prépa, c'était servir. C'est une belle cause. Bon, je crois que mes camarades de classe, ils ont un peu trop bien compris qu'ils ont rajouté un mot.
et c'est devenu se servir. Et je pense que non mais je te jure en fait moi ça m'a quand même un petit peu déçu que finalement la France investisse dans des élites qui sont pas au service de la société. Et donc nos programmes de formation essaient de corriger ça, essaient d'inspirer les jeunes en disant il est possible d'avoir des super carrières et en même temps ces carrières seront utiles à la société. Voilà, c'est le message principal. Et je pense que vu les enjeux qu'on a aujourd'hui, on a besoin d'avoir des leaders engagés. Et je pense que ça l'était il y a 30 ou 40 ans. Je pense qu'il y a eu dans les années 80, 90 une vague d'hyper-libéralisation qui fait que nos élites se sont un peu sorties de leurs responsabilités. Donc ça, c'est la partie éducation. La partie conseil, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on fait ça avec les dirigeants d'aujourd'hui, pas les dirigeants de demain. Donc on va conseiller des dirigeants d'entreprises ou d'entreprises publiques, de gouvernements aussi, pour essayer de trouver cet équilibre entre performance et impact. C'est pas facile, parce que plus d'impact, c'est plus de coûts. Et donc, comment on fait pour trouver la bonne équation pour que l'entreprise reste performante tout en ayant plus d'impact? Donc, on va travailler sur des sujets d'économie circulaire, de climat, sur la transition énergétique, sur la mobilité électrique. On travaille beaucoup avec l'entreprise du CAC 40. Et on a, donc sur la partie conseil, recruté des anciens consultants de grands cabinets. Moi, je suis issu du BCG, mais mes camarades sont McKinsey, Bain, etc. Pour apporter... Dans le do well, do good, il faut pas oublier le do well, donc la performance. Nous, on a voulu dans la partie conseil offrir à nos clients le meilleur du conseil, mais sur des thématiques qui sont importantes pour leur efficacité, pour leur performance, et super utiles pour la société. C'est ce double prisme. Et la troisième activité, c'est la partie venture. On accompagne des jeunes startups, soit à mettre plus d'impact dans le cœur de la stratégie, notamment, on va parler de raison d'être dans quelques minutes, soit en les accompagnant dans leur développement, de l'idéation à l'incubation. Donc on a plusieurs startups qu'on accompagne au Togo, dans l'agroalimentaire, dans la santé ou dans le manufacturing. Ok, merci. Bon, déjà c'est super complet, mais c'est 3 activités qui sont assez complémentaires et dont on parle régulièrement, qui sont beaucoup plus dans la tendance du moment aujourd'hui qu'au moment où tu t'étais posé la question, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup quand même plus d'impact, de raison d'être, et donc on verra comment est-ce que vous pouvez accompagner ça aujourd'hui. Avant de rentrer plus précisément dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu veux bien partager aujourd'hui que les gens ne savent pas de toi? C'était la question piège. Alors, c'est un peu mon parcours initiatique. Hein. Moi, j'étais en école, je suis allé terminer mes études en Chine. À ce moment-là, mon seul objectif dans la vie, c'était de devenir riche. J'ai choisi une école d'informatique pour essayer de faire d'être le Bill Gates de demain. Bon, j'ai a priori raté cet objectif, mais ce que je voulais dire, c'est que mon mindset du départ, je voulais créer une grosse boîte dans l'informatique. Bill Gates était, on va dire, un exemple. Et puis en partant en Chine, moi j'ai vécu 2 ans, j'ai vu un autre monde que je connaissais pas. Ce qui m'a donné envie de découvrir un autre monde qui était à côté, c'était l'Inde. Donc je suis parti en Inde pendant 3 ans. Et là, je suis rentré à Paris, j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai pas envie d'être riche, c'est pas mon but dans la vie. Bill Gates n'est plus mon mentor. Parce que j'ai vu un monde que je connaissais pas, j'ai vu des inégalités criantes, j'ai vu peut-être que tout ce parcours-là a été pour moi, on va dire, un déclencheur dans la carrière que je voulais me construire. Et était aussi à la naissance, quelque part, la genèse de cette idée, cette philosophie du well, do good que j'ai pu lancer en 2017 quand j'étais un peu plus grand et j'avais un peu plus d'expérience. Et peut-être le message, c'est il faut savoir un peu voyager. Alors c'est pas forcément voyager à l'autre bout du monde, hein, mais sortir de là où on est, de là où on habite, pour aller voir le monde. Et en fait, le monde va peut-être on va pas le raison d'être pour l'entreprise, mais va peut-être vous aussi donner une raison d'être, vous, en tant qu'individu. Ok, super intéressant. Merci du coup pour le partage. Mais justement, on va faire le lien avec la raison d'être quand on a échangé sur la possibilité de faire cet épisode ensemble. Tu m'as dit que tu avais envie de parler de raison d'être, et c'est un sujet dont on s'était déjà parlé d'ailleurs, puisque vous nous avez accompagnés chez Authentic Talent sur le sujet de la raison d'être. Donc on est en plus aux premières loges pour savoir exactement de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui tient à cœur? Qu'est-ce que concrètement, pour des gens qui n'ont pas encore bossé ou touché le sujet du bout du doigt, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, la raison d'être, pour moi, c'est un prétexte, plus que quelque chose d'indispensable. C'est un prétexte pour mettre plus d'impact au cœur de la stratégie des entreprises. C'est pas parce qu'on a une raison d'être qu'on a de l'impact. Et c'est pas parce qu'on a de l'impact qu'on doit avoir une raison d'être. Hein. Par contre, c'est un bon cheminement, en fait, pour se dire, je veux mettre plus d'impact au cœur de mon entreprise, je veux l'articuler, je veux que ce soit clair pour tout le monde, pour mes employés, pour mes investisseurs, pour mes clients. Et j'affiche clairement l'impact que je veux avoir dans la société. Et si c'est bien fait, la raison d'être peut être
stratégique, donner en fait une direction à l'entreprise sur les 10-15 prochaines années et être vraiment structurel. Si c'est mal fait, ça reste un slogan marketing, etc. Mais pourquoi je parlais de ça? Parce que je trouve que il y a la loi PAC qui est sortie, qui a introduit cette notion-là, donc en 2019. Toutes les entreprises sont dotées d'une raison d'être, toutes les grandes en tout cas. Il y a eu, on a fait une analyse sur les grandes entreprises. Les 2/3 sont des raisons d'être un peu slogan marketing qui sont pas mesurables, donc c'est un peu dommage. Mais certains l'ont bien fait en fait. Et nous, on a des clients en fait pour qui la raison d'être est un compas stratégique, une boussole stratégique. Et là, si c'est fait comme ça, en fait, c'est hyper puissant. Donc, on est sur la boussole stratégique. Non, mais peut-être que justement, tu es en train de nous dire que tout le monde ne le fait pas pour les bonnes raisons. Parfois, c'est un peu marketing. Il y en a qui le font, effectivement, ça peut les driver au quotidien. Est-ce que tu aurais un exemple, justement, à nous citer d'entreprises que vous avez accompagnées, que tu puisses la nommer ou pas, et nous montrer un peu l'impact que ça a? Il y a une entreprise avec qui on travaille régulièrement, qui s'est dotée d'une raison d'être, et lorsqu'on parle avec eux, ils nous disent, tiens, tel nouveau projet est peut-être stratégique pour nous, mais d'abord on va faire un check si c'est compatible avec la raison d'être. Et tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire, on prend un nouveau projet, en fait, en fonction du réglage de certains paramètres, peut être aligné, peut avoir de l'impact pour la société, et si on les règle mal, peut avoir un impact négatif. Et je trouve que cette démarche-là est vachement virtueuse, parce que les dirigeants avec qui on parlait, vivaient la raison d'être, 2, on sentait que cette raison d'être de l'entreprise était pour eux une raison de travailler, de se lever le matin. Et ça, on trouvait ça extraordinaire de se dire, en fait, si c'est bien fait, si les employés se projettent dans cette raison d'être, du coup, les employés savent pourquoi ils se lèvent le matin, pourquoi ils prennent du métro, du transport, pourquoi ils font des tâches administratives répétitives, ils savent que derrière, il y a un enjeu. Donc nous, on l'a vu bien fait chez quelques clients, parce que c'était la boussole qui permettait de faire le filtre stratégique pour savoir s'il fallait se lancer dans un nouveau business. Okay. Et là où c'est encore plus puissant, mais là il faut avoir la ceinture noire de la raison d'être, c'est lorsque la raison d'être vous apporte du nouveau business. Ok. Ça c'est possible. Et tu penses que c'est vraiment le cas, ça apporte des opportunités sur le plan business pour des entreprises? Ouais, je pense que oui. Si une entreprise est connue par sa raison d'être, c'est-à-dire par, en gros, l'impact que l'entreprise a par ses produits et ses services. Et donc, le consommateur va se dire, tiens, telle entreprise aborde tel sujet de société, même si le produit n'existe pas encore, il vous fera confiance. Donc, vous créez une marque, non pas sur votre produit, mais sur votre impact que vous avez dans la société. Et donc, ça ouvre un champ nouveau de business. Souvent, les entreprises vont développer du nouveau business par adjacence. J'ai un produit, je change 2-3 trucs et j'ai un nouveau business qui se crée. Là, si vous êtes super fort et vous créez une marque vraiment autour de l'impact que vous avez dans la société, même si vous n'avez pas le produit et le service, les gens vous feront confiance parce que vous avez déjà eu de l'impact sur telle problématique. J'essaye de penser pendant que tu me racontes ça à quelle entreprise en particulier. J'en ai pas qui me viennent en tête. Je te crois. Du coup, t'as des bons exemples de raisons d'être d'entreprises qui créent de la confiance comme ça avec le consommateur? Alors attention, c'est assez récent, la raison d'être, 2019. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une bonne partie des entreprises qui ont dû jongler entre les impératifs de communication, de marketing, de consensus général, et donc le résultat, c'est pour ça qu'on a fait l'analyse, des 2/3 des raisons d'être des grandes entreprises françaises ne sont pas stratégiques. Elles sont un slogan marketing ou pas suffisamment spécifique. On a une entreprise, pourtant qui fait du bon travail dans l'ensemble, mais qui dit je vais changer le monde. Sur tous les objectifs des Nations Unies, c'est pas vrai, ils font 2 trucs. Ils font, je vais pas les citer parce qu'ils vont vite se reconnaître, où vous avez une autre entreprise qui va dire allez, les rouges à lèvres pour sauver la planète. C'est pas vrai, ça sauve pas les planètes, les rouges à lèvres. Bon, c'est utile, mais donc ils ont tiré un peu et donc malheureusement, mais ça va changer je pense, parce que il y a un retour de bâton qui va arriver, les employés vont dire mais c'est quoi cette raison d'être, on n'y comprend pas grand chose. Et d'ailleurs, l'écueil principal lorsqu'on se met à faire une raison d'être, c'est écrire soit un truc qui est incompréhensible, soit un truc qui est pas spécifique, pas suffisamment spécifique, un truc qui est trop marketing, et finalement c'est un coup d'épée dans l'eau, et je dirais même pas un coup d'épée dans l'eau, c'est un coup, probablement un effet pervers.
parce que c'est un effet de désengagement auprès des équipes. Et quelque part, mon conseil, c'est à la limite, il vaut mieux avoir pas de raison d'être que d'avoir une mauvaise. Et se concentrer plus sur l'impact que l'entreprise peut avoir que l'espèce de slogan qui est censé être un ralliement des troupes, mais en réalité, ça allait pas trop, quoi. Donc, d'entreprises qui ont réussi je pense que c'est encore naissant, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises encore qui ont créé cette marque autour de leur purpose, autour de leur raison d'être. Je pense que c'est encore récent. Mais nous, on voit quelques nouveaux business qui apparaissent, en fait, d'entreprises qui se lancent sur des nouveaux trucs, qui n'étaient pas forcément, on va dire, leur cœur. Alors, c'est aussi un peu poussé par réglementaire, la pression sur le climat, les enjeux de l'environnement, mais qui en fait, explorent des nouveaux horizons, qui sont en fait liés à leur raison d'être. Mais c'est encore très naissant. Ok, ça démarche. Mais est-ce que tu pourrais prendre l'exemple de chez vous? Parce que j'imagine que vous êtes appliqué évidemment vos bons conseils à vous-même. C'est quoi la raison d'être de Do Well Do Good aujourd'hui? Et peut-être comment est-ce que tu peux prendre cet exemple très concret, au moins ça vexera personne, pour nous expliquer, entre guillemets, un peu les do's et les don'ts autour de la création de la raison d'être? Oui, effectivement, nous on a une raison d'être. Notre raison d'être... on est aussi une entreprise à mission, mais bon, ça c'est, j'allais dire, nous à la limite tout ça n'est qu'une, pour nous, une articulation de ce que l'on veut faire. On l'avait déjà écrit avant que la loi Pacte existe, ce qu'on voulait faire, et on a mis l'impact au cœur de notre projet d'entreprise dès le départ. Donc nous, ça nous a permis de clarifier notre objectif à long terme. Ça nous a permis d'engager tous nos employés. Ça nous a permis aussi parce qu'une fois qu'on fait une raison d'être qui est stratégique, c'est-à-dire il y a la raison d'être, on va décliner cette raison d'être en objectif stratégique, il y a des KPI qui vont suivre, et ben tout de suite, il y a un alignement qui se fait en interne, comme un aimant, là, tout le monde, toutes nos initiatives, se questionnent par rapport à cette raison d'être. Est-ce que c'est aligné, pas aligné? Il y a un tel programme de formation qu'on a vu dans tel pays, est-ce qu'il faut pas faire un petit changement? Et on a dû faire des changements. Donc même si par design on était pack driven, en réalité, en articulant cette raison d'être et en la faisant vivre auprès de nos différentes activités, on a dû en fait changer des choses, changer des programmes d'éducation qu'on avait. On a eu des impacts aussi sur la partie conseil. On faisait quelques missions, ces missions on les fait plus. Et on met beaucoup plus d'investissement en knowledge, en expertise sur des nouveaux sujets qui sont au cœur de notre raison d'être. Donc, cette raison d'être, nous, elle a eu un impact d'alignement en interne et ça a créé du nouveau business. Alors ça, c'est la magie parce qu'une fois que vous avez aligné tout ça, là, par exemple, sur l'économie circulaire, on est super fort dans le conseil, on travaille avec plein d'entreprises de la place et parce que c'est des choses qu'on a poussées depuis quelques années. Et alors, maintenant, ça devient un sujet important pour les entreprises et du coup, toutes les entreprises viennent vers nous et c'est super. Et ça, c'est un autre exemple, je vais te donner. Nous, on voulait intégrer dans des équipes de conseil des jeunes issus de milieux modestes. On voulait pas juste recruter chez Polytechnique, HEC, Centrale, etc. Et donc, à un moment donné, on s'est dit comment on va faire ça, comment on va recruter des talents qui sont issus de milieux modestes, qui n'ont pas eu la même chance que nous. Pour vous intégrer, pour rentrer chez Do Well Do Good. Exactement, ouais. Et en fait... Sachant que tu recrutais majoritairement des gens qui sortaient de BCG McKinsey, donc des gens probablement Exactement. Au départ, c'était ça. Et donc, en fait, ce qu'on a fait, c'était ça peut être un coup. On peut se dire, voilà, c'est un risque que tu prends. Un, il faut sourcer les jeunes, c'est vachement compliqué. Deux, ils sont peut-être moins performants, ils ont peut-être besoin de plus d'accompagnement. Donc, et en fait, ce défi, en fait, on l'a transformé en opportunité, parce qu'en en parlant à nos clients du conseil, eux voulaient la même chose. Et comme on faisait de la formation, du coup, on a créé un programme d'excellence pour les jeunes issus de milieux modestes, pour nous, mais surtout pour nos clients maintenant. Et donc, ça devient une nouvelle ligne de business. Non seulement on a l'impact pour ces jeunes, pour nous, mais on l'a démultiplié. Là, on a Hermès, Engie, EDF, Saint-Gobain, Valeo, plein d'entreprises qui se sont rejoints à cette initiative. Et donc, lorsque vous vivez cette raison d'être, lorsque vous êtes passionné, engagé, les contraintes qui sont liées à mettre plus d'impact dans votre stratégie, c'est plus cher, il faut chercher d'autres fournisseurs, je ne vais pas servir tes clients. En réalité, il y a des opportunités derrière de business. Et pour moi, la raison d'être, dès qu'elle est stratégique, dès qu'elle est incarnée par les dirigeants, qu'elle est partagée par les employés, ça peut être un outil extraordinaire de création de valeur pour les actionnaires et pour la société.
Nous, on a fait l'exercice avec vous, donc je vois au final quel est le rendu, comment ça se formalise, le fait qu'il y ait des KPI, etc. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça et qui se posent peut-être la question de le faire dans leur entreprise, à quoi ça ressemble? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous avez formalisé pour Do Well Do Good, à quoi ça ressemble? Ça peut être quoi des exemples de KPI concrètement? Alors, ce qui est important, une bonne raison d'être. Bonne raison d'être, c'est une raison d'être qui explique concrètement à quoi servent mes produits, mes services. Et alors ça, c'est la règle générale. Alors il y a quelques entreprises ou quelques associations, par exemple le Café Joyeux, c'est pas servir du café, la raison d'être. La raison d'être du Café Joyeux, c'est donner une opportunité à des jeunes qui sont différents de s'épanouir par le travail. Mais de manière générale, les entreprises classiques, on va dire, elles font du business parce qu'elles vendent des trucs. Donc la raison d'être d'entreprise, c'est à quoi sert le truc aux gens. Okay. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut déjà la comprendre. Comprendre que à travers mes produits et mes services, j'ai un impact dans la société. Souvent la RSE, c'est pas ça la RSE, on parle un peu de offsetter, de corriger tous les impacts négatifs que j'ai eus sur l'environnement, sur le climat. Et donc une raison d'être qui parle de RSE ou qui, on va dire, une raison d'être qui parle de corriger les impacts négatifs que j'ai n'est pas une bonne raison d'être. Une raison d'être, elle doit être positive sur l'impact que j'ai avec mes produits et mes services, elle doit être suffisamment spécifique. Il faut pas qu'elle soit trop longue non plus parce que sinon on s'en souvient plus. Il faut pas qu'elle soit trop courte non plus parce que ça devient un slogan marketing. Donc déjà, il y a la définition de la raison d'être d'un point de vue sémantique. Et donc, il n'est pas lié au fait d'avoir un impact positif, sociétal, environnemental ou quoi que ce soit. C'est juste, je pense à des entreprises qui pourraient proposer des produits qui n'ont pas, honnêtement, d'impact extrêmement fort sur l'environnement. Tu vas être capable de les accompagner pour définir une raison d'être? En fait, si une entreprise existe, c'est qu'elle a quand même une utilité dans la société. Donc, il faut juste l'exprimer, cette utilité dans la société. Et il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. À la limite, il vaut mieux être honnête et sincère avec l'impact qu'on a, même si c'est un gain d'efficacité. Hein. Bon, très bien. Évidemment, après, il y a la morale, et c'est quoi le do good, hein, dans Do Well Do Good. Hein. Nous, on n'est pas juge là-dessus. Hein. Chacun définit en fait ce qui est bon pour la société, en tout cas ce qui lui semble bon pour la société. Donc, une fois que la raison d'être est sémantiquement bien définie, même si elle ne va pas sauver le monde, et c'est pas grave qu'elle change pas le monde, même si c'est j'augmente l'efficacité d'un tel service, c'est une utilité pour le consommateur. Bon, il faut juste l'exprimer. Deuxièmement, le bon test, c'est quel est le pourcentage de chiffre d'affaires qui est aligné avec ma raison d'être. Voilà. Et ça, si la réponse est moins de... Alors, c'est aujourd'hui et demain, en fait, parce qu'on pourrait dire dans une entreprise en transition, aujourd'hui ma raison d'être c'est ça, mais c'est vrai que j'ai 50% de mon chiffre d'affaires qui est aligné, mais demain c'est 80%, c'est bon. Mais si à terme vous n'avez pas 80% de votre chiffre d'affaires qui est aligné avec votre raison d'être, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas crédible. Et donc, une fois qu'on a dit ça, il faut le mesurer. Donc on va découper cette raison d'être on va dire en petites raisons d'être en fonction des activités que l'on a, donc avec des objectifs plus précis, et derrière on va mettre des objectifs de suivi. Alors ça, c'est un peu la mécanique d'ailleurs, les prémices de la mécanique de devenir entreprise à mission. Donc là je parle pas d'entreprise à mission, mais pour nous, et je trouve que le mécanisme est bon et sain, s'il est bien fait, on peut toujours le court-circuiter et faire un peu ce qu'on veut avec cette qualité-là, mais bon, c'est quand même été bien conçu. Une bonne raison d'être, elle doit permettre d'être déclinée en objectifs stratégiques, KPI, et quelque part, si c'est bien fait, de là, la stratégie de l'entreprise presque en découle, naturellement, presque parce qu'il y a quand même dans la stratégie, il faut être compétitif, il faut être performant. La raison d'être va peut-être moins toucher ces aspects-là de performance économique. Donc il faudra quand même regarder l'environnement concurrentiel, le réglementaire, etc. Et donc en général, tu fais ça avec qui? Qui sont les personnes que tu impliques quand une entreprise décide d'avancer? Je pense que il faut plusieurs acteurs parce que une raison d'être, elle est quand même déjà c'est une mission de board. Hein. Donc il faut que le DG de l'entreprise soit on board, sans faire de jeu de mots, le DG et ses équipes. C'est généraux. Hein. Donc c'est DRH, c'est directeur de la stratégie, c'est directeur de business group, de business unit. C'est tout l'état-major de l'entreprise qu'il faut embarquer. Donc c'est quand même un travail participatif, on est d'accord. C'est pas le dirigeant qui dans son bureau se dit bien sûr. m'a donné envie de créer cette boîte. Non, et je pense que c'est aussi vachement important d'engager les employés. Si on engage les employés de l'entreprise, c'est encore mieux. Mais il faut faire l'exercice pour que ça soit
Assez inclusif, évidemment. Lorsqu'on engage beaucoup de monde, après c'est difficile de trouver quelque chose qui est percutant, quoi. On essaie de faire plaisir à tout le monde. On a potentiellement un consensus mou, mais l'avantage quand même, c'est que vous avez déjà fait une grande partie de ce travail d'engagement. Vous l'avez fait en amont. Donc ce que vous perdez peut-être en clarté, en précision sur la raison d'être, vous le gagnez en engagement. Ouais. Et c'est un vrai sujet, effectivement. Enfin, en tout cas, pour l'avoir testé avec vous aussi. Quand tu crées cette raison d'être, l'idéal c'est derrière de pouvoir suivre et pas juste de s'arrêter à avoir quelque chose de beau sur le papier. Mais pour ça, il faut que tout le monde ait acheté le concept et donc de travailler sur comment est-ce que tu fais monter les gens qui n'ont pas forcément participé à la réflexion. Je pense que c'est un vrai sujet. Alors tout à l'heure, tu parlais du fait d'être entreprise à mission. Je veux clarifier pour l'audience que je sais qu'au bout d'un moment, il y a pas mal de termes. C'est quoi la différence entre décider de bosser sur la raison d'être versus décider de devenir entreprise à mission? Si tu devais expliquer ça à quelqu'un qui vraiment est loin. Pour faire simple, il y a plusieurs étapes. J'ai envie de dire, la dernière étape, c'est l'entreprise à mission. Mm-hmm. On va dire c'est l'étape 3. La deuxième étape, c'est mettre sa raison d'être dans ses statuts. Mm-hmm. L'étape 2. Et l'étape 1, c'est d'avoir une raison d'être. Moi, ce que je dis, c'est pas tellement d'aller sur l'étape 3 ni sur l'étape 2. C'est bien, tout ça va dans le bon sens. Et nous, je pense que ça a beaucoup de vertus à aller jusqu'à l'étape 3. Mais les entreprises vont se poser des questions. Parce que l'entreprise à mission, elle nécessite donc d'avoir sa raison d'être dans les statuts, d'avoir des objectifs statutaires qui détaillent un peu cette raison d'être dans les statuts. Donc ça veut dire qu'il faut que les actionnaires la valident. Et que vous expliquiez aussi comment vous allez s'assurer que cette raison d'être est implémentée. Vous allez devoir nommer un comité de mission. Vous allez devoir nommer un organisme tiers indépendant. Donc il y a un peu plus on va dire, de contraintes de gouvernance liées à l'entreprise à mission. Alors, ce qui est important, in fine, peu importe le statut, la qualité, les process, c'est que votre entreprise ait l'impact au cœur de sa stratégie. Et ça, si c'est bien fait, c'est à nouveau, je le répète, c'est création de valeur pour l'actionnaire et pour la société. Et peu importe, je vais encore insister, si vous avez une raison d'être, une entreprise à mission, c'est la culture de l'entreprise, c'est les choix stratégiques, et c'est ça qui est le plus important. La raison d'être est un prétexte pour avoir plus d'impact au cœur de l'entreprise. Moi, il y a des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de raison d'être, et qui sont des entreprises formidables, qui ont plein d'impact. Et on va pas leur dire, collez-vous une raison d'être. Ce qui est le plus dur, c'est créer cette culture et ce modèle économique où l'impact est au cœur de l'entreprise. La raison d'être, pour moi, c'est un cheminement. C'est un prétexte pour engager ses équipes et pour clarifier ses engagements. Mais si on a un produit, et c'est évident que ce produit, je vends des carottes, des bonnes carottes, bon, est-ce que je vais avoir une raison d'être, je nourris les gens avec des belles carottes? Non, on s'en fout. Je sais que mes carottes sont bio, hein. Bon. Donc, moi, je suis pas non plus un grand gourou de la raison d'être. Je pense que c'est un bon cheminement pour les entreprises. C'est un exercice stratégique, c'est un exercice qui permet de créer des coalitions au sein de ses employés, de créer l'envie, de donner de clarifier l'objectif à long terme de l'entreprise. Mais pour des petites entreprises qui ont un produit et on sait que ce produit est déjà bon pour la société, faut pas se mettre des nœuds, c'est pas la peine de se mettre des nœuds dans le cerveau, quoi. Par contre, si vous voulez grandir et que vous allez avoir multi-produits et que votre entreprise devient un peu plus complexe, et donc là, et potentiellement la lisibilité de l'impact que vous avez est moins facile, dans ce cas-là, ça peut être utile, ouais. Ouais, puis je fais le parallèle avec l'épisode précédent qu'on a sorti autour de l'engagement des équipes, qui est quand même un sujet aujourd'hui qui intéresse tout le monde, j'ai l'impression, dans les entreprises. Clairement, travailler sur la raison d'être, ça peut être un vrai levier d'engagement aussi, même si, encore une fois, c'est pas la raison principale pour laquelle on le fait. C'est sûr que ça peut, je reprends ton terme, hein, amener plus de lisibilité et plus de clarté aussi sur des décisions à prendre pour voir si on reste bien aligné. Et tu parlais de comité, de mission, etc. Et en même temps, tu dis que tu peux accompagner des plus petites structures. Enfin, la preuve, nous, effectivement, on en a bénéficié aussi. Comment est-ce que ça se décline? Est-ce que c'est très lourd pour une petite structure de mesurer, avancer dans ce type de...
de travail? Non, je pense qu'il y a une petite structure. Alors, nous, on a créé une petite méthodologie qui est assez simple, qui permet à une structure, en gros, en 6 semaines, de doter d'une raison d'être qui est stratégique, associée avec des objectifs, des KPI, et alignée avec la stratégie de l'entreprise. Donc ça, c'est assez simple, en fait, pour une entreprise. Alors, il y a un petit peu de temps d'incubation, hein, donc une fois qu'on a mis le virus, il faut que ça prenne un peu de temps pour que ça se décante. Par contre, je sais que j'ai eu un témoignage d'un dirigeant là-bas qui dit, en fait, ça a changé en fait la manière dont on pense notre stratégie de l'année prochaine. Donc, je pense que ça se fait assez facilement au départ. Ça prend un peu de temps pour que ça se décante, pour que ça atterrisse. Mais on sait que, et c'est ce qui nous remplit de joie aussi, surtout sur les petites et moyennes entreprises, c'est que, en fait, vous avez le pouvoir vous n'êtes pas sur un gros paquebot qui met du temps à changer. En fait, assez rapidement, vous pouvez faire évoluer votre business et vous rendre compte que finalement, il y a des nouvelles opportunités de business qui peuvent apparaître grâce à cette décision stratégique. Donc, pour une petite entreprise, c'est, je dirais, 6 semaines de travail assez légère, suivi de quelques mois pour que ça atterrisse. Et puis ensuite, vous embarquez dans une peut-être une nouvelle direction, dans des nouveaux horizons. Alors, c'est progressif. Hein, il y a des choses qu'on va faire pas à pas, et ces premiers pas vont vous faire découvrir des nouvelles directions, des nouvelles opportunités auxquelles vous n'avez pas pensé. Super intéressant, et puis effectivement beaucoup plus concret. Quel conseil t'aimerais donner justement à des dirigeants qui peut-être nous écoutent et s'interrogent sur le fait de le faire ou de pas le faire? Je pense que pour les dirigeants, déjà, il faut le faire que si on le fait avec sincérité. Si on le fait par, on va dire, un besoin de com ou de marketing, ça marchera pas. Ça sera contre-productif. Il faut avoir un peu la foi, la conviction de le faire. Parce que si on a la foi, c'est là où on va être en mesure de convaincre les parties prenantes internes à l'entreprise, les parties prenantes externes, les actionnaires, etc. Et c'est aussi là où on va créer du nouveau business. Parce que, attention, c'est un peu l'écueil de mettre plus d'impact au cœur de l'entreprise, c'est que c'est des coûts quand même. C'est des coûts, c'est des renoncements, et donc c'est quelque part de la perte de valeur financière potentielle dans le court terme, si c'est pas offseté par du nouveau business qui lui est aligné avec la raison d'être. Donc cette sincérité, cette foi, cette conviction, il faut l'avoir, parce que si vous l'avez pas, ça sera soit du marketing, soit plus de coûts. Donc ça marchera pas. C'est le premier point. Deuxième point, il faut que ça soit stratégique. Il faut que la raison d'être soit votre boussole stratégique, qu'elle soit le filtre stratégique de tous vos projets, des investisseurs, des actionnaires que vous voulez avoir, des collaborateurs. Mon troisième point, c'est d'être innovant. Parce que, encore une fois, innovant et j'ai envie de dire même surperformant. Parce que toutes ces initiatives, c'est du coût, au départ. En gros, moins de revenus, plus de coûts. Donc il faut rattraper tout ça. Et ça l'est dans le court terme. Attention, dans le long terme, c'est création de valeur. Mais dans le court terme, il faut être en mesure d'innover pour trouver ces nouvelles opportunités de business qui sont alignées avec votre raison d'être, et vous trouvez un modèle économique. Moi, je parlais de cet exemple de programme de talent des quartiers que nous, on a développé. Si on avait juste dit, on va juste avoir plus de jeunes des talents des quartiers qui viennent chez nous, c'est un coût, c'est du temps, peut-être moins de performance, sauf que là, on en a fait un business. Et je pense que les entreprises, si on parle de l'économie circulaire, là, un sujet sur lequel on traite tout le temps, en fait, c'est à la fois potentiellement un coût, mais c'est aussi peut-être un nouveau business. Et si on innove sur les business models, sur l'écosystème des acteurs, etc., et ce sont des questions que nous posent concrètement nos entreprises, en fait, c'est du nouveau business qui est vachement bon, à la fois pour l'entreprise et pour la société. Donc voilà, cette partie innovant et être surperformant, elle est essentielle. Si tu devais donner un conseil, je pense qu'il y a aussi des personnes qui nous écoutent et qui sont plutôt côté direction des ressources humaines et qui peuvent aussi être impliquées dans ce type de sujet. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mettre plus d'impact au cœur de l'entreprise, c'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen fort de créer de l'engagement, de créer l'engagement des collaborateurs. C'est renforcer son attractivité. Moi, par exemple, chez nous, on recrute des anciens McKinsey, BCG, Bain pour des salaires qui sont 30 ou 40% moins chers, et on fait le même métier. Donc on a un gain de compétitivité, en fait, grâce à notre raison d'être et notre engagement. Et qu'on répercute chez nos clients, et du coup, on est moins cher.
Et donc, on gagne du business. Petit aparté, vous n'allez pas payer tous vos salariés 30 à 40% moins cher qu'à le marché parce que vous avez une raison. Non, mais ça va vous permettre effectivement d'attirer en vous différenciant. Oui, bien sûr. C'est vrai. Mais alors, ce que je dis pour nous, c'est vrai pour pas mal de boîtes de conseil qui sont dans l'environnement, qui sont dans le climat. En fait, ils arrivent à trouver un modèle économique parce qu'ils ont des employés engagés et qui payent moins cher. Alors, attention, ça marche pas dans n'importe quelle industrie, et ça marche pas dans n'importe quel petit de poste. Ou en fait, ou autrement dit, à salaire équivalent, vous allez avoir des meilleurs. Voilà. Plutôt ça. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Donc, c'est un avantage compétitif qu'on a su créer. Donc, 1, engagement, 2, attractivité, et évidemment, rétention. Donc ça, c'est pour la partie vraiment ressources humaines. Ouais, puis c'est intéressant parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup parlé, et du coup, on en parle effectivement dans l'épisode sur l'engagement, sur la quête de sens, qui est devenue de plus en plus importante. Et en même temps, on voit que c'est pas nouveau, c'est-à-dire que tu t'es posé la question au sortir même de tes études, donc c'est pas quelque chose qui vient d'apparaître après le Covid, etc., comme parfois ça le laisse un peu supposer, mais c'est un excellent moyen de clarifier, de rendre lisible pour les salariés un point qui peut être différenciant, ancré dans la stratégie, etc. Je reviens sur ta conviction, parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important que tu pouvais nous partager là-dessus. Oui, je pense que c'est aussi lié l'aventure entrepreneuriale. Si on n'a pas la foi, à un moment donné, c'est tellement dur qu'on n'y arrive plus, quoi. Absolument. Bon, tu partages ça, j'imagine, oui. Chloé. Et je pense que tout changement est difficile à créer dans une entreprise, dans une organisation. La conviction seulement, ça ne suffit pas, mais elle est quand même source d'énergie pour combattre tous les défis, tous les écueils ou tous les pièges même dans lesquels on va tomber. Bon, évidemment, chez moi, ma conviction, elle est très forte. Elle est ma raison de vivre, en fait, même pas seulement la raison d'être de la boîte. Je pense que pour des dirigeants, on voit des dirigeants engagés sur nos programmes, notamment dans les quartiers, on voit que ça marche parce qu'il y a toujours des résistances en interne. C'est déjà fait, c'est trop cher, et en réalité, cette conviction que les dirigeants peuvent avoir, elle est source de conviction pour les autres. Cette énergie qui est derrière cette conviction, cette foi interne, cette petite flamme que ces dirigeants ont, c'est ça qui va leur permettre d'engager leurs équipes, leur dire que c'est possible. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent pas en bas que ça bloque, c'est plutôt en haut, parce que les employés, les collaborateurs sont en quête de tout ça. Donc c'est quelque part, cette conviction va permettre, et cette énergie, cette foi, quelque part, de réveiller toute cette force active dans l'entreprise, ces collaborateurs qui n'attendent que ça. Ça va permettre à ce dirigeant, à cette dirigeante, de pouvoir convaincre leur état-major qu'il faut y aller. Et ensuite, cette fois, cette énergie, ça va aussi inciter l'entreprise à innover, à prendre des risques et à aller trouver un modèle économique qui fonctionne. À la fois pour l'actionnaire, à la fois pour la société. Parce qu'il y a quand même un nouveau chemin, en fait, à tracer. Il y a un nouveau chemin à tracer. Et c'est pas juste... Moi, je suis idéologiquement pas sur... Il faut faire moins. Je pense qu'il faut faire différent. Donc, il y a des choses qu'il faut couper. Mais couper seulement, ça ne marchera pas. Il faut couper et remplacer. Et donc, il faut un engagement. Et cet engagement n'existe que si derrière, il y a une énergie, il y a une envie. Alors après, dans des grandes entreprises, les choses changent, etc. Donc, c'est un travail très collectif pour que ça puisse rester ancré dans le long terme. Non, mais c'est hyper intéressant, et puis moi je fais le parallèle avec des sujets qu'on touche tous les jours chez Authentic Talent sur l'accompagnement des leaders dans les organisations, et on se rend compte que travailler sur ce sujet-là, mais d'une façon générale, leur impact, leur responsabilité, etc., c'est des sujets qui méritent vraiment d'être développés et qui créent de l'engagement à tous les niveaux de l'organisation, mais effectivement il faut que ce soit très très incarné en haut. Quelle question t'aurais voulu que je te pose aujourd'hui que je ne t'ai pas posée, Sébastien ? C'était, est-ce que finalement c'est une opportunité de faire plus de business ? Est-ce que cette raison d'être bien articulée, qui est un levier stratégique pour l'entreprise, est-ce que c'est source de profit, d'argent, de cash ? Quand je t'écoute, j'ai l'impression que à long terme, oui, à court terme, ça nécessite effectivement d'investir. Oui, c'est un peu ça la réponse. Ma conviction, c'est que c'est oui. Le chemin pour y arriver, c'est comme être une ligne de crête. Trouver cet équilibre entre performance et impact, entre do well et do good. Il faut avoir en tête la raison d'être. Vous l'appliquez à votre entreprise, ça vous donne un peu comme un IRM
scanner, une radio de votre entreprise. Vous enlevez les parties qui sont plus alignées, on les remplace. Et si c'est bien fait, c'est 10 ans, 20 ans de croissance pour l'actionnaire et d'impact pour la société. Si c'est mal fait, c'est le début de la fin. C'est une super clôture, je te remercie. Merci beaucoup Sébastien d'être venu partager tout ça avec nous, c'est hyper intéressant. Je pense que pour tous ceux qui n'étaient pas très familiers avec la raison d'être, ça a amené beaucoup de clarifications. Et puis c'est évidemment hyper inspirant, donc merci pour ce partage. Merci Chloé, et ravi d'échanger avec ceux qui ont des questions sur ce sujet qui est potentiellement transformant pour l'entreprise et qui est une source d'engagement des collaborateurs. Donc un vrai sujet pour les ressources humaines, à mon avis, qui doit être porté par tout l'état-major de l'entreprise et qui va révéler l'énergie qui était dans vos magasins, chez vous, dans votre entreprise, pour créer finalement votre entreprise, votre projet d'entreprise de demain. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!